Allez, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire mensuel consacré à la performance du bloc opératoire. Moi, c'est Charles Chauvin, je suis le directeur commercial de Datamento et associé de l'entreprise depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, on va parler donc de performance au bloc opératoire, finalement de méthodologie de prise de décision à travers les indicateurs. Et je vais en particulier vous montrer comment la dernière version qu'on est en train de déployer, qui va être mise en ligne courant juin, permet quelque part de révolutionner un petit peu la prise de décision et l'animation de la gouvernance au bloc opératoire. Donc, en préambule, je peux vous dire que, de façon générale, au bloc opératoire et finalement dans nos hôpitaux, on rencontre pas mal de difficultés à fédérer autour des bonnes décisions. Et en fait, ça freine beaucoup de choses à l'hôpital. Ça va pousser les équipes paramédicales à partir. On voit qu'il y a une fuite des équipes assez massive depuis quelques années maintenant. Ça rallonge la file d'attente donc des patients à prendre en charge. Et donc, bien entendu, ça va peser aussi sur le chiffre d'affaires médical et ça va creuser les déficits des hôpitaux. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est à la recherche de revenus pour pouvoir financer différents projets à l'hôpital. Et finalement, en fait, c'est assez compliqué quand on creuse les déficits, en particulier quand je peux rencontrer des établissements publics qui accumulent jusqu'à 50 millions, voire même parfois plus d'euros en fait, de déficit. Pourtant, depuis 20 ans, même plus, vous avez donc des indicateurs de blocs. Et pourtant, tous ces chiffres-là, ils vont rester inexacts, ils vont rester inutilisés, incompréhensibles et finalement non confrontés également à des cibles claires. Donc en 1 heure, je vais chercher à vous montrer pourquoi ces lacunes, elles persistent, quoi qu'il arrive, et comment est-ce que Performance Block, notre solution, va changer la donne pour rendre vos données fiables, accessibles, intelligibles et pleinement exploitables. Donc comme je vous disais, depuis plus de 20 ans, chaque bloc opératoire dispose d'indicateurs. On va parler des taux d'occupation de vacation, on va parler des durées moyennes d'actes, des taux de démarrage tardif, etc., etc. Et pourtant, en fait, il y a 4 failles majeures qui subsistent. Le premier point, donc j'ai déjà fait un webinaire uniquement sur ce sujet-là, c'est les chiffres qui sont produits ne sont pas exacts. Alors, vous pourrez en fait imaginer que je vende ma tambouille et qu'en fait, je noircis un peu le trait. Pour le coup, en fait, méthodologiquement, il y a des gros biais qui vous empêchent d'avoir des données qui sont exactes. Parce que d'une part, il y a des saisies manuelles qui sont faites, qui sont un peu erronées, qu'il y en a des imports Excel qui viennent un peu de partout, qu'on a des règles de correction qui sont inexactes ou parfois même on passe pas de temps pour corriger. Et il y a surtout en fait un problème sur l'affectation des interventions au bon opérateur ou à la bonne spécialité. C'est en fait ce qu'on appelle nous l'appairage. C'est quand normalement j'ai une activité qui a lieu en salle 1, idéalement, et il se trouve que mon chirurgien intervient finalement également en salle 2 et en salle 3. Comment est-ce qu'on fait pour interpréter ces interventions délocalisées et les rattacher à la vacation mère pour calculer correctement un taux d'occupation de vacation? Et donc là, en fait, on peut rencontrer en macro des écarts de 2 à 5-6 points. Et quand on rentre dans un détail de fonctionnement ou de dysfonctionnement, là, en fait, on peut carrément avoir des interprétations erronées et affecter un retard au démarrage ou une fin précoce à un chirurgien A, alors que c'est le chirurgien B qui l'a fait, par exemple. Donc, on pourra reprendre un peu de temps en fin de webinaire si vous le souhaitez à ce sujet. La deuxième faille, c'est que donc les chiffres ne sont pas consommés. Vous avez peut-être en fait des rapports qui atterrissent dans vos boîtes mail ou un tableau de bord que vous avez ouvert une fois de temps en temps, mais finalement, en pleine activité du bloc opératoire, qui est-ce qui va réellement consulter ces KPI chaque jour ou chaque semaine, ou finalement même quand on va souhaiter évoquer un dysfonctionnement ou une question organisationnelle. J'ai un chirurgien qui vient se plaindre qu'il n'a pas assez de temps opératoire, bah, voilà, vous en parlez un petit peu à la volée, mais vous n'allez pas sur une solution, soit de BI, soit en fait un tableau Excel pour objectiver un petit peu ce qui se passe. Donc finalement, vous consommez l'information plus tard, voire même jamais. C'est souvent en fait reporté, ou alors on va animer des instances, des conseils de bloc, et on va présenter une fois par mois, une fois par trimestre, des chiffres qui sont consommés de manière souvent obsolète. La troisième faille, c'est que vos chiffres ne sont pas compris. On rencontre souvent en fait, quand on va parler des indicateurs de bloc, du jargon BI ou du jargon ANAP, avec des libellés qui peuvent paraître imprécis et des visuels qui sont peu pédagogiques. Et donc il y a pas mal d'acteurs au bloc opératoire, les chirurgiens, les anesthésistes, les IA, les IBOD, les cadres, même parfois les directeurs en fait, financiers, enfin beaucoup de monde, qui sont pas toujours à même de comprendre ce que veut dire un indicateur et ce que ça va leur apporter concrètement. Moi, si aujourd'hui, à chacun des participants, je vous parle d'un taux d'activité ressources, vous aurez peut-être une idée de ce que c'est, bien entendu, activité et ressources. On se doute que c'est lié aux ressources humaines, mais en fait, si on ne fait pas de pédagogie dessus, eh ben, on va présenter un indicateur qui n'aura aucune portée, alors que ce dit indicateur de taux d'activité ressources est un des indicateurs clés que nous, on propose à nos clients.
Le 4e point, la 4e faille, c'est que, bah, les chiffres, ne sont quasiment jamais mis en perspective. Vous pouvez, par exemple, afficher une durée moyenne d'intervention, mais est-ce que vous savez si l'objectif est de 45 minutes ou de 60 minutes, en fait, sur ce geste opératoire, pour cet opérateur précisément? Et donc finalement, sans cible claire, ça va être impossible d'évaluer si vous progressez ou si vous régressez. Donc malgré, 20 ans d'expérience avec des KPI, bah, ces 4 lacunes, elles perdurent, elles persistent et elles freinent votre pilotage du bloc opératoire. Et ces 4 failles, ce ne sont pas de simples détails techniques, ça se traduit par des conséquences majeures au quotidien que vous allez subir. Il y a en fait déjà le turnover paramédical parce qu'on a des IA, des des infirmiers, des anesthésistes, et cetera, qui sont constamment confrontés à l'incertitude, à la désorganisation du bloc opératoire. Et ces personnes-là, on se rend compte, bah, de plus en plus souvent, avec les nouvelles générations, avec en fait la nouvelle recherche en fait, d'apaisement au travail, et ben, en fait, que ces personnes veulent un environnement de travail qui soit fluide et qui soit en fait, le plus bienveillant possible. Et au bloc opératoire, bah, il y a des tensions et en fait, qui sont fortement liées aux problèmes de désorganisation. On a également des files d'attente de patients qui s'allongent. On n'a pas de visibilité fiable sur les créneaux et sur les démarrages pour une journée ou pour une semaine. Et ça fait que, bah, finalement, on va être amené à massivement déprogrammer ou à décaler en fait certaines interventions. Et donc, on va avoir des délais d'intervention qui vont s'allonger. Le chiffre d'affaires est bien entendu impacté parce que les actes qui ne sont pas produits ne sont pas facturés, les créneaux qui sont sous-exploités vont coûter cher et en fait, bah, c'est beaucoup d'argent qui sort du bloc opératoire et d'établissement. Et finalement, bah, on creuse des déficits parce que les ressources sont mal allouées et qu'on a une logistique qui est inefficace. Et donc, au final, bah, ça alourdit fortement la facture finale. Pour pallier ces 4 lacunes, nous, on a créé il y a 10 ans une plateforme qui s'appelle Performance Block. Et donc, on l'a fait vivre et on lui apporte en fait, bah, on lui fait un peu peau neuve, en juin, en repensant totalement, sa manière de consommer en fait, l'information. Et donc la Performance Block, c'est un outil qui va vous permettre d'exploiter des données qui seront 100 fiables, parce qu'on a mis en place des mécanismes de validation qui vont garantir que ce que vous voyez correspond exactement à la réalité du terrain. On a également une interface, et je vous le montrerai, qui est ultra intuitive. Voilà, c'est fini les longs parcours pour afficher un KPI ou le besoin de connaître sur le bout des doigts la solution. On n'a pas besoin de faire 46 clics ou d'avoir des configurations qui sont à tel ou tel endroit. Là, en 1 ou 2 clics, même en plein rush, n'importe qui, expert ou finalement néophyte, arrivera à avoir accès à une vue souhaitée grâce à une ergonomie qui a été pensée finalement pour être accessible à tous. On a mis, facilement aussi à disposition des cibles, des alertes qui sont plus ou moins automatiques. Chaque indicateur peut être systématiquement comparé à vos objectifs prédéfinis. Les écarts, bah, sont mis en évidence avec des codes couleurs, par exemple, des smileys ou des flèches vers le haut, vers le bas, pour identifier assez rapidement les dysfonctionnements ou les dégradations. Et donc, on a également, ce qui est très important, une exploration rythmée et intuitive, parce qu'en fait, on a un moteur de requête en mémoire et on va pouvoir forer, donc ce qu'on appelle du drill down, creuser dans un dysfonctionnement en simplement quelques secondes pour comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que, on a un démarrage, qui est en retard, qui est tardif, sans avoir besoin de construire une multitude de configurations. Donc, notre nouvelle version, la 4.0, c'est pas un simple tableau de bord classique, c'est une plateforme qui est vraiment pensée pour transformer vos données en actions concrètes et qui va vous donner à chaque décision la solidité d'un fait plutôt que, bah, une simple intuition ou ce qu'on appelle le fameux doigt mouillé. Donc, on va parler de quoi? On va parler en fait des fondamentaux d'une BI pour comprendre, bah, qu'est-ce que c'est vraiment une BI et pourquoi c'est vital pour un bloc opératoire. On va parler des enjeux et des pain points du bloc opératoire. Donc, on va détailler les problèmes concrets que vous rencontrez. Donc, en l'occurrence, on va parler synchronisation, stérilisation, programmation, entre autres. On va regarder, bah, quelles sont les limites des solutions existantes que vous pouvez avoir et comment en fait, bah, ça vous freine aujourd'hui. On rentrera dans la version 4 de Performance Block. Alors on va survoler, hein, si on veut par la suite de prendre rendez-vous pour une démonstration personnalisée, on le fera. Là, je vous montrerai en fait, voilà, que je vais vous prouver en fait ce que je raconte en fait est effectif. Et puis on finira par éventuellement des questions-réponses et on établira les prochaines étapes si besoin. Donc qu'est-ce qu'une solution de BI? Donc on a vu qu'une BI de qualité, c'est crucial pour garantir, bah, la fiabilité et l'actionnabilité. Donc, si on revient aux bases, une solution de BI, donc de business intelligence, d'informatique décisionnelle, ça se décompose en 4 phases essentielles. La première, c'est donc la collecte et la consolidation. Il va falloir être capable de rassembler toutes vos sources de données, donc SIH, les plannings du bloc, des fichiers Excel,
des logiciels de blog, des logiciels d'anesthésie, des logiciels de gamme, des logiciels en fait RH, une multitude d'informations. Et l'objectif, c'est de supprimer tous les silos et de travailler sur une version unique de la vérité en poussant tout sur Performance Block. La deuxième chose, donc, c'est l'exploration et l'analyse. Une fois que les données elles sont réunies sur une solution de BI, bah, vous devez pouvoir être capable d'explorer librement. Donc, c'est ce que j'évoquais, c'est le système du drill down. On va creuser un dysfonctionnement, on va croiser des informations, on va créer des filtres pour regarder finalement non pas toutes les spécialités, mais uniquement l'ortho ou l'uro par exemple, et on va pouvoir segmenter les informations. Donc, si par exemple, vous constatez de manière macro que vous avez un taux de démarrage tardif qui est au-dessus de 5, eh ben, vous allez chercher à savoir qui est-ce qui est massivement, principalement responsable en fait de ces démarrages tardifs. Et donc, on va pouvoir creuser en cherchant par type d'anesthésie, par exemple, ou par spécialité, par opérateur, pour identifier la cause racine en fait du dysfonctionnement. Le troisième point, donc, c'est la visualisation et le partage. On cherche à transformer avec une solution de BI les analyses en visuels qui sont limpides et adaptés à chaque profil. Aujourd'hui, il y a trop peu de personnes qui consomment l'information au bloc opératoire. L'idée, c'est de diffuser massivement et bien entendu, en fait, qu'un DG ne voudra pas forcément la même chose qu'un cadre, qui ne voudra pas la même chose, en fait, qu'un chef de pôle. On peut imaginer qu'un DG voudra des éléments macro avec des jauges assez clinquantes pour, en fait, comprendre et que ça saute au visage, en fait, sur ce qui ne va pas globalement. On peut imaginer qu'un cadre aura besoin d'éléments beaucoup plus précis relatifs à l'organisation et au processus et qu'un chef de pôle aura peut-être besoin de faire, lui, un focus sur les éléments de dysfonctionnement clés ou sur des top, N, les 5 meilleurs, les 5 moins bons ou les 5 gestes opératoires précis qui permettent de faire, telle ou telle chose. D'avoir des choses un peu plus, ciblées sur le niveau tactique. Et donc le dernier point essentiel pour une BI, c'est la notion de pilotage et d'alerte. Aujourd'hui, si vous cherchez à piloter le bloc opératoire, c'est pas pour regarder ce qui s'est passé en arrière, de regarder dans le rétro, c'est pour pouvoir finalement prévoir ce qui va se passer et trouver des aménagements afin de parer à quelques dysfonctionnements. Donc, si vous avez un temps interpatient qui est dans le rouge, bah, la semaine précédente, vous aurez un rapport dans une plateforme ou dans une BI, un rapport en bibliothèque qui va être mis à jour et qui sera disponible pour les acteurs concernés afin de regarder ce qui s'est passé sur ce cas précis. Et donc après, par la suite, c'est ce que je vous montrerai aussi à travers l'outil, vous pourrez appliquer des principes de data storytelling, c'est raconter une histoire, mettre en forme des indicateurs pour finalement accoucher d'une décision ou accoucher en fait d'une réflexion sur un bon fonctionnement ou sur un dysfonctionnement. Donc là, l'approche dans ce cadre-là, elle est vraiment proactive et on n'est pas uniquement dans la réaction. Donc pour résumer, une solution de BI, c'est un processus de bout en bout. On va d'abord collecter, on va explorer, on va visualiser et on va piloter. Et s'il manque l'une de ces phases, on va retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes lacunes qu'on avait précédemment. Donc on aura des données qui seront inexactes, des données inutilisées, de l'incompréhension et de l'absence de perspective. Pourquoi c'est vital d'avoir une BI au bloc opératoire? Trois axes majeurs. D'une part, la performance opérationnelle. Votre bloc doit tourner au plus près de sa capacité idéale. La NAP, par exemple, va recommander un taux d'occupation cible de 85. Alors, on peut être plus ou moins d'accord, peu importe. Si finalement, au global, vous êtes fréquemment dans les 95 ou finalement même en dessous au niveau de 75, ça peut être un signe de mauvaise programmation ou de ressources qui sont mal allouées. Une BI va vous permettre de visualiser selon un rythme restreint par salle, par spécialité, par créneau, pour identifier immédiatement les goulets d'étranglement et ajuster le planning ou le personnel. On va pouvoir utiliser une solution de BI pour chercher à améliorer la qualité, la sécurité des soins. Donc qualité pour le patient, mais également pour en fait les opérateurs et les équipes paramédicales. La qualité de prise en charge, ça va se mesurer à la rigueur des processus qu'on a mis en place dans l'établissement. Avec une BI, vous pourrez suivre à la semaine si on a une bonne synchronisation entre les équipes, on pourra mesurer les délais qui sont disproportionnés, on pourra comparer par rapport à des cibles idéales, alors les cibles de mon établissement, de mes spécialités, ou des cibles que j'aurais par rapport à des référentiels ANAP ou des référentiels benchmark, par exemple. Donc, vous pourrez assez rapidement détecter les dérives avant que ça impacte massivement l'organisation, bien entendu, mais aussi le patient ou la qualité de vie du travail, comme j'expliquais. Et donc, le troisième point, c'est le pilotage financier et stratégique. Le bloc, ça représente souvent la part la plus importante du budget d'un établissement. On estime que ça peut être aux alentours de 40% des dépenses d'un établissement MCO. Et donc, chaque créneau perdu, chaque acte qui n'est pas facturé, ça va peser sur les comptes de l'établissement. Et donc, grâce à la BI, vous pourrez mesurer précisément le coût
que représente en fait une prise en charge ou une non prise en charge. Vous pourrez calculer des ICR, des indices de coûts relatifs, et vous pourrez identifier les spécialités qui sont moins rentables que d'autres et bâtir finalement un plan budgétaire fiable pour l'année suivante. Bien entendu, il faut mettre ça en perspective de quelques informations médicales, parce que le but du jeu, en fait, c'est pas de faire des choix de gestes qui sont uniquement rentables, c'est d'avoir en fait aussi la capacité à accueillir tout le monde dans son bloc opératoire. Donc sans BI, aujourd'hui, vous allez consolider des tableaux qui sont biaisés et vous allez prendre des arbitrages qui sont approximatifs. Donc en combinant ces 4 phases, collecte, exploitation, visualisation et pilotage, vous obtenez ces 4 bénéfices clés pour le bloc. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est donc des données exactes, des données consommées, des données comprises et des données qui sont mises en perspective. C'est vraiment les 4 piliers qui vous permettent de devenir en fait enfin, qui permettent, d'engager un levier, enfin de performance sur l'établissement. Sans l'un de ces leviers, en fait, vous retombez dans les limites qu'on a évoquées tout à l'heure. Les enjeux, c'est ce que je vous expliquais en préambule, donc dans l'introduction. Heu, on va dans la réalité, en fait, du bloc, il y a 5 domaines qui vont concentrer la plupart des difficultés, mais il y en a également d'autres. Là, pour la session, on va se concentrer sur ces 5 points-là. Le premier point, c'est la synchronisation des équipes et le planning des équipes. Parce qu'en fait, il va falloir pouvoir mettre tout le monde en ordre de marche, donc le brancardage, les IA, les iBots, les anesthésistes, les chirurgiens, tous doivent arriver au bon moment. On a aussi les problèmes relatifs à la logistique et la stérilisation. Quand on a des boîtes en fait de sté qui sont, pas prêtes ou qui sont faites, incomplètes, derrière on va devoir, décaler des programmes, avoir des temps d'interprétation peut-être un peu plus longs, voire même déprogrammer. On aura un enjeu sur la programmation des créneaux et l'occupation. Si une intervention dépasse, sa durée théorique, bien entendu qu'on aura un impact parce que ça va décaler sur toute la demi-journée restante, par exemple, de manière, cascade et pas seulement sur une seule salle, mais sur l'ensemble du bloc opératoire parce que tout est relativement interdépendant au bloc opératoire. Ça aura un impact sur le dialogue de gestion et le dialogue, entre la gestion et les opérationnels, parce que la direction, elle reçoit des chiffres de mars, en mars pour en fait, les données qui étaient de janvier. On va avoir un écart souvent de l'ordre en fait de 30 à 45 jours, voire même plus, 60 jours pour le coup. Tandis que sur le terrain, les imprévus ou les dysfonctionnements, ils ont eu lieu la veille ou la semaine d'avant. Donc en fait, on a un écart aussi de regard sur ce qui se passe au bloc opératoire. Et donc concernant la gouvernance et le reporting, si on n'a pas de vue consolidée et si on n'a pas de mise en perspective, la direction, elle aura pas les éléments pour illustrer les investissements, les recrutements ou la réaffectation des ressources. Donc là, on détaillera par la suite ces points avec des exemples, concrets. Vous avez des questions d'ici là ou pas? On continue. Donc on commence sur la synchronisation et les plannings, des équipes. Alors, une intervention, c'est plus qu'un simple acte médical, c'est la bonne prise en charge du bon patient, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne équipe et le bon matériel. Chaque élément de cette définition est crucial pour le bon déroulement des opérations. Si l'un de ces éléments est mal coordonné ou mal planifié, c'est toute intervention qui peut être compromise. Donc finalement, pour qui veut gérer son bloc opératoire de manière totalement efficace, il faut vraiment avoir cette phrase en tête. Et donc c'est la combinaison de ces 5 éléments qui fait qu'une intervention est bonne et que je m'assure de ma qualité d'organisation, mais aussi de ma qualité de prise en charge pour accueillir le patient dans les meilleures conditions et offrir le meilleur soin. Donc, il faut être capable de parfaitement synchroniser l'ensemble des acteurs participant à l'intervention. Un retard de 15 minutes, que ce soit le brancardage, l'anesthésie, le chirurgien ou même un patient, va impacter l'ensemble du programme et créera des désorganisations en chaîne. Un dysfonctionnement en fait, ponctuel peut arriver, c'est pas si grave. Faut surtout mettre en évidence les dysfonctionnements qui sont chroniques. Si par exemple le brancardage arrive une fois dans l'année en retard, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est, un accident, c'est comme ça. Par contre, si le brancardage est systématiquement en retard le mardi et le jeudi, il faut en comprendre la cause racine et régler ce problème-là. Et pour ça, il va falloir objectiver. Parce que finalement, un simple décalage, ça va créer un effet domino. Toutes les interventions vont forcément se décaler et les équipes vont accumuler du retard et la journée va devenir ingérable. Ou alors, c'est l'inverse, c'est qu'on va chercher à rattraper ce temps perdu en prenant d'éventuels risques sur le patient ou en mettant inutilement en tension les équipes. Concernant la logistique et la stérilisation, hem, le processus de sté, c'est vraiment crucial. Une boîte qui est manquante ou non prête, en temps voulu, c'est une annulation, c'est un créneau, une intervention qu'on va annuler. Selon l'ANAP, il y a 20 des créneaux qui sont impactés par au moins un dysfonctionnement logistique chaque semaine. Donc concrètement, si la salle 3 devait accueillir 2 patients l'après-midi
et qu'aucune boîte n'est disponible ou complète, tout le créneau est déprogrammé, entraînant des reports vers la semaine suivante et participant à l'allongement des délais d'attente. Donc, vos indicateurs d'organisation du bloc opératoire, ils ne vont pas directement mettre en évidence le problème de ST, ils vont montrer un mauvais taux d'occupation, par exemple, mais associé à vos taux de déprogrammation, bah, vous allez constater finalement qu'il y a un souci, vous allez devoir remonter à la cause racine avec, par exemple, la méthode des 5 pourquoi. Et là, vous avez, par exemple, identifié que le souci, c'est l'asté, le brancardage ou en fait l'anesthésie ou enfin différents éléments de ce type. Concernant la programmation des créneaux et donc l'occupation. La programmation, elle repose sur des durées théoriques. Donc, c'est ce que vous avez dans votre logiciel de bloc. Vous avez des durées moyennes pour une prothèse de hanche, par exemple. Ces durées moyennes, elles peuvent être nominatives par opérateur ou elles peuvent être par spécialité, par exemple. Et finalement, bah, vous décrétez que pour tel geste opératoire, si on prend un exemple, on a une intervention qui est programmée de 8 heures à 10 heures, donc on a une durée théorique de 2 heures. Finalement, dans la vraie vie, ça finit à 10h30, donc la durée réelle a été de 2h30. Et ben, le créneau suivant, forcément, qui était prévu à 10 heures, va démarrer au moins avec 30 minutes de retard. Et en fait, nous, ce qu'on a pu constater, donc selon les établissements, on a au moins 30% des actes qui peuvent dépasser leur durée théorique, ce qui va engendrer un glissement total de 45 minutes de bloc par jour. Donc, ça va être des créneaux qui vont se superposer, des interventions qui vont être déplacées en urgence et une sous-exploitation financière du bloc opératoire. Alors finalement, on aurait déjà pu anticiper en mettant à jour ces durées moyennes, en regardant par opérateur comment ça se passait, en regardant par rapport, durant la régulation, par rapport à la hiérarchisation des actes, que ça allait déborder à tel ou tel endroit. Donc en fait, il faut pour être capable d'anticiper. Et malheureusement, je vois bien souvent que ces logiciels de blocs sont pas souvent remis à jour sur ces durées-là. Donc là, en fait, on est directement dans le mur alors que la démarche est assez simple. Il faut récupérer les durées moyennes et les mettre à jour. Dialogue de gestion et opérationnel. Donc, la vision entre les gestionnaires et les opérationnels, c'est souvent assez décalé. Au bloc opératoire, vous avez des infirmières qui vont remplir les logiciels de bloc tout au long de la journée sans vraiment savoir pourquoi c'est important d'être rigoureux sur chacun des tops opératoires qu'on va enregistrer. Ces données, elles vont être extraites et donc elles vont être retraitées par la suite par la DSI ou par le contrôle de gestion ou même par les cadres de bloc, si jamais en fait ils ont le temps. Et donc ces données, elles ne vont pas être exactes quand elles vont être retraitées et diffusées, parce qu'il y a une méconnaissance méthodologique, parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps qui est consacré à la correction, et puis aussi parce qu'on a souvent, enfin bien trop souvent, une confiance aveugle dans les outils existants. Et surtout, en fait, bah, il y a cette notion d'appairage que vous n'avez pas. C'est la méthode qui permet d'associer les interventions délocalisées aux bonnes vacations. Et donc, finalement, bah, derrière ça, on va produire des rapports très génériques qui seront sans usage et en fait qui seront diffusés de manière aléatoire. Donc, la direction, elle ne va pas disposer d'une vision en temps réel. Elle aura en fait une vision historique ou retardée. Le staff de régulation, il aura pas les données à jour ou les causes racines identifiées durant l'animation de cette instance. Et puis le conseil de bloc, qu'est-ce qui se passe? Bah, généralement, on découvre les chiffres le jour même, des chiffres qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'on se retrouve bien souvent très nombreux à produire des chiffres, tout simplement pour produire des chiffres parce que ça fait partie de la fiche de poste. Donc, concernant la gouvernance et le reporting, bah, on constate que les reportings classiques sont mis à jour entre 30 et 45 jours après, alors que le bloc et la direction souhaitent disposer de chiffres plus ou moins en temps réel ou tout du moins à la semaine pour pouvoir arbitrer. Le drill down, donc le forage des indicateurs ou des dysfonctionnements, il est quasiment inexistant ou limité. Les différents acteurs qui sont concernés par le bloc opératoire, aussi bien DG, cadre, chef de pôle ou régulateur, ils peuvent pas ou ils savent pas en fait en un clic forer jusqu'au niveau type d'anesthésie ou au niveau jour de la semaine, par exemple, sans avoir besoin de solliciter le producteur du tableau Excel ou le référent du logiciel de bloc ou de la BI généraliste. Et il y a également pas beaucoup de mise en perspective de cible, tout simplement, cible objectif. C'est souvent très absent. Si on parle de démarrage en fait tardif, on peut estimer en fait une cible serait honnête entre 3 et 5%. Mais en fait, si finalement on n'a pas réussi à mettre en lumière, en évidence, en fait, les dysfonctionnements relatifs au démarrage tardif par spécialité, par opérateur, par jour de la semaine, bah, on n'aura pas beaucoup d'informations qui permettront d'objectiver ce qui se passe et de pouvoir régler le problème. Donc ces lacunes, elles vont rendre la gouvernance totalement floue et en fait, les décisions, elles seront approximatives, ce qui va peser ensuite sur la performance globale de l'établissement. Donc,
Pour résumer, les 5 domaines clés où vous butez chaque jour au bloc opératoire, on l'a vu, c'est la synchro, on a des retards en cascade, c'est la ST avec des créneaux qui sont perdus, la programmation des créneaux qui ne va pas, on sous-exploite en RH et financièrement le bloc opératoire, le dialogue de gestion en fait, qui est totalement décalé en fait, entre ceux du terrain, ceux de la direction, et enfin, en fait, sur la gouvernance et les reporting, il n'y a pas de cible et il y a décidé, au final des décisions qui sont totalement floues. Donc, sans données fiables et actionnables, eh ben, tous ces enjeux ne vont faire que s'aggraver. Et c'est ce qu'on constate finalement depuis une vingtaine d'années. Tout ça, bah, ça pèse et donc ça a des conséquences financières et humaines qui sont concrètes. On a un turnover paramédical dans de nombreux CH. On va observer une augmentation de quasiment 15% des départs annuels des IBOD et des IAD sur des périodes en fait, de 3 ans qui sont directement liées au stress d'une organisation qui est chaotique. On a des délais d'attente patients qui se rallongent selon l'adresse. En fait, le délai moyen pour une chirurgie programmée est passé de 42 jours en 2019 à 48 jours en 2023, soit une hausse de 15%. Et donc, bien entendu, qu'on a des pertes de recettes, jusqu'à 30% des créneaux ne sont pas facturés à leur juste valeur. Donc, c'est forcément en fait un manque à gagner qui est assez colossal. Donc, on dit souvent qu'on manque d'argent à l'hôpital, mais il existe en fait des sources de rentabilité. Et en fait, bah, tout cet argent, toutes ces ressources, toutes ces recettes qu'on peut récupérer au bloc opératoire, derrière, vous pouvez en bénéficier directement pour vos propres projets, pour des recrutements, pour en fait des valorisations de vos équipes, pour investir dans la QVT, pour, je ne sais pas, former vos équipes ou pour acheter des matériels un peu spécifiques ou de voir des robots. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous avez? On retrouve 3 grandes catégories d'outils pour piloter son bloc opératoire. Il y a le fameux Excel, donc tableau manuel. Heu, c'est simple, mais c'est un cauchemar, en fait, concernant, en fait, les erreurs de recopie. On a des versions qui sont multiples et en fait, les mises à jour sont faites manuellement, ce qui prend un temps dingue et qui reste sujet à l'erreur. Et donc bien souvent, c'est quelque chose qui est assez statique. On a plusieurs volets qu'il va falloir manipuler et donc on va avoir 4, 5, 6 tableaux de bord un peu spécifiques, un peu génériques, pardon, et qui vous permettront, en fait, assez peu de rentrer dans le détail des dysfonctionnements et de pouvoir forer des problématiques. Vous avez également les BI, traditionnels. Alors là, on parle de Power BI, de tableaux, de clics et donc ça nécessite souvent des développements très spécifiques avec des rapports qui sont préétablis, des vues figées et on a peu ou pas de drill down libre pour l'utilisateur métier. Donc le contrôleur de gestion pourrait peut-être avoir la main à 100% sur ce type de solution, mais finalement les cadres, assez grosse méconnaissance en fait de la solution et pas capable en fait d'utiliser correctement cet outil. Et enfin, on a les outils métiers qui sont spécialisés, donc via les logiciels de blog par exemple qui proposent parfois donc des modules de reporting, mais qui sont très limités en termes d'exploitation libre. Et pour tout cas particulier, bah, il va falloir exporter vers Excel ou solliciter la DSI, le contrôle de gestion. Et d'autre part, c'est ce que je l'ai dit, les données qui sont produites et les méthodologies sont totalement inexactes. Donc, on va illustrer avec un cas concret qui va être le taux de démarrage tardif, par exemple. Donc, dans beaucoup d'hôpitaux, bah, ce KPI, cet indicateur, il est disponible uniquement le mois suivant. Donc déjà, c'est tard. Et vous voyez, par exemple, un 12% qui va pas forcément refléter ce qui se passe sur la semaine précédente ou la journée en cours, parce que cette donnée, elle a déjà un mois. Donc, est-ce que le dysfonctionnement des démarrages tardifs, c'est quelque chose qui était constant chez vous? Est-ce qu'on est toujours à 12%? Est-ce qu'on est à 8, à 12, à 15, suivant les mois, suivant les spécialités, suivant les personnes qui sont présentes ou absentes? Voilà, ça a posé déjà un souci. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si vous voulez comprendre qui est en retard, il faut soit demander un rapport personnalisé au cadre ou au contrôleur de gestion, et donc il y aura 24 à 48 heures de délai au moins, ou soit compiler manuellement des feuilles Excel. Et ça va prendre un temps de fou sans avoir la garantie de comprendre ce qui se passe. Ensuite, si votre objectif est fixé à 5%, eh ben, rien ne se passe automatiquement. Vous n'aurez pas de code couleur, pas d'alerte et personne qui est vraiment prévenu que ça s'est dégradé ou ça s'est amélioré. Donc au final, vous allez vous retrouver avec un KPI, un indicateur qui est statique et qui ne permet pas de réagir ni d'anticiper. Vous pilotez à l'aveugle. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous continuez à produire des chiffres pour produire des chiffres. Tous les mois, vous allez voir, taux de démarrage tardif, je suis à 12%, je suis à 13, je suis à 11. Et finalement, en fait, ce sera déjà trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit et vous n'aurez pas eu la capacité de rentrer dans le dysfonctionnement pour comprendre ce qui se passe. Et donc enfin, c'est ce que je vous disais et je martèle à nouveau, cet élément, vos données d'entrée étant inexactes, est-ce que vous êtes certain d'être capable d'identifier l'opérateur responsable majoritairement des démarrages tardifs? Est-ce que vous avez, fait l'effort d'aller plus loin que ce chiffre
en notant sur vos rapports, en fait, ce qui se passe et en identifiant la cause racine. Et donc tout à l'heure, c'est ce que je vous évoquais, c'est que, si on fait un focus sur les fins précoces ou démarrage tardif, de manière macro, on aura tous plus ou moins les mêmes chiffres. Mais quand on va rentrer dans le détail, vu que les méthodologies sont pas bonnes, ça peut arriver et en fait, nous, on rencontre le cas de figure tous les jours, ça peut arriver qu'on affecte les retards, les démarrages tardifs ou les fins précoces au mauvais opérateur et donc finalement, bah, vous allez solliciter la mauvaise personne pour dire qu'il y a un dysfonctionnement ou vous allez vous faire taper sur les doigts durant les conseils de bloc. Donc c'est important d'avoir de manière routinière des indicateurs qui sont fiables. On va passer le témoignage terrain. On va passer ça aussi et puis je vous propose, d'aller dans Performance Block. C'est quoi? C'est 15h03 parce qu'en fait là, on a bien une bonne vingtaine de minutes pour aller sur la plateforme. Est-ce qu'on a déjà des questions à ce niveau-là? Non? Eh ben, on va aller dans la plateforme. Je vais partager mon écran. Hop. Et donc là, on va aller dans la solution Performance Block. Donc là, c'est la version 4.0, c'est la version de dev. Donc, il peut y avoir quelques bugs dessus parce qu'elle n'est pas encore mise en production. Donc, pas d'inquiétude si jamais il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Je vais me connecter, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et donc, c'est parti. Donc, la première chose à voir, c'est que déjà, en fait, on se connecte avec une URL. Donc là, c'est pas l'URL classique, c'est l'URL de développement. Et donc, bah, on n'a rien besoin d'intégrer directement chez vous. Ça sera accessible depuis n'importe quel poste dès lors que vous avez un identifiant et un mot de passe. Hop. Pour la démonstration, je vais aller sur la période octobre 2015, décembre 2015, sur lequel j'ai des tableaux. Donc là, on a créé un tableau de bord qui est un peu cuculapraline, peu importe. Je vous montrerai par la suite, en fait, comment est-ce qu'on construit un rapport ou un tableau de bord. Là, on avait juste fait une petite mise en forme pour montrer, en fait, qu'on pouvait avoir 2 formats différents, en fait, de graphiques, qu'on pouvait avoir des jauges, qu'on pouvait avoir des smileys, en fait, pour identifier, en fait, des choses qui fonctionnaient pas. On peut intégrer des images si on veut, on a des titres. On y reviendra par la suite. La première chose qu'on va faire, c'est on va aller sur le cube décisionnel. Hop. Donc là, je vais aller sur, du case mix, en fait, tout bête et donc, bah, la première chose, c'est que vous verrez à l'usage, vous avez toute une liste de configurations que vous allez pouvoir enregistrer, en fait, au fur et à mesure des recherches que vous ferez. Donc là, nous, on en a mis une ribambelle parce qu'en fait, c'est utilisé par tout le monde et donc là, bah, vous pourrez les nommer tout à fait comme vous voulez. Vous avez la disquette ici pour pouvoir, en fait, enregistrer et donc là, je vais aller sur une configuration que j'ai appelée tuile, par exemple. Et donc là, la première chose que je peux vous montrer, c'est comme je vous racontais tout à l'heure, c'est il va être déterminant de pouvoir filtrer assez rapidement sur, bah, des spécialités, des opérateurs, des types d'anesthésie qui m'intéressent. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai un filtre qui est activé ici et en fait, hop, si je vais ici, hop, bah, je vois que j'avais sélectionné, par exemple, que l'ortho. Donc par rapport à un tableau Excel, vous avez déjà assez peu de difficultés à pouvoir, en fait, filtrer ce qui se passe. Hem, je vais vous montrer en fait, hop, sur ce type de plateforme. Donc en haut, on aura donc un tableau, en dessous, on aura l'aperçu graphique. Là, on a un engrenage qui va me permettre de rentrer dans l'ensemble des configurations sur mon établissement. Je vais pouvoir choisir de mettre un titre. Donc, je vais, afficher le titre et je vais noter ici, hop, titre par exemple. Je vais pouvoir en fait, le mettre ou pas le mettre. Donc assez important le titre, entre autres pour faire du data storytelling, pour raconter en fait une histoire. L'idée, c'est pas de mettre uniquement taux d'occupation des vacations, mais c'est de dire peut-être dégradation depuis 3 mois de l'occupation des vacations par la spécialité, Zim Zam Zoom. Vous aurez la possibilité de faire des zooms si vous le souhaitez. Tout à l'heure, on parlait de cibles et d'objectifs. Bah, ici, bah, vous allez pouvoir afficher vos cibles et vos médianes, par exemple, et vous allez pouvoir les faire de façon assez précise et en fait au regard de ce que vous avez vous-même fixé. On parlait d'un taux d'occupation de vacation de cible de 85% qui est proposé par l'ANAP. Si vous avez des équipes qui sont à 65%, c'est peut-être pas indispensable de mettre tout de suite une cible à 85%. Peut-être qu'il va falloir échelonner ça sur plusieurs mois et commencer en fait par 70, puis 75, etc., etc. Et en fait, d'arriver à l'objectif de 85% en fait, à terme. Vous avez des légendes, bien entendu, et vous pourrez en fait, faire le choix des couleurs sur, vos graphiques, choisir en fait, est-ce qu'on fait apparaître les valeurs à tel ou tel endroit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des attributs préattentifs
Et si je prends, hop, ici, les types de graphiques, je choisis de faire un graphique vertical, horizontal. La courbe, ça donnera rien pour ce point précis. Les camemberts, c'est pareil, on est sur du 100%, donc ça ne marchera pas. Mais pour d'autres où il y a plusieurs valeurs, ça fonctionne. Et des tuiles, c'est uniquement en fait des petits cartouches sur lesquels je vais pouvoir enregistrer en fait mes données. Ici, j'ai une option pour faire graphique simple ou graphique multiple, c'est-à-dire que si j'ai deux histogrammes, et ben en fait, en faisant simple ou multiple, si je fais multiple, je vais pouvoir associer deux formats différents. J'aurai un histogramme d'un côté et une courbe de l'autre, par exemple. Je vais aller sur, hop, programmation, par exemple. Et puis, on va modifier un peu ça. On va prendre juste spécialité et puis on va prendre opérateur. Donc, le fonctionnement, on travaille sur du glisser-déposer, tout bêtement. J'ai des indicateurs qui vont être recoupés par des informations qui sont en bleu, des axes et des séries, donc des lignes ou des colonnes. Donc là, hop, ce que je peux faire, c'est que si je vais sur le tableau, donc là, on va rafraîchir. Donc là, la première chose qui est intéressante sur la nouvelle version, l'idée, c'est de pouvoir avoir tout sous les yeux directement. Et en fait, quand vous êtes sur une solution de BI classique, quand vous êtes sur un tableau Excel, bah, c'est assez compliqué. Vous allez devoir rentrer sur d'autres volets de votre tableau Excel pour voir ce qui s'est passé en fait en ortho, par exemple. Alors que là, si je clique sur ortho, alors on va aller tout doucement pour vous montrer. Là, je vois le nombre d'interventions sur la période en ortho, viscéral, rythmo, etc., etc. En dessous, le graphique est associé à cette vue ici. Là, je suis en train de forer un dysfonctionnement. Donc, l'exemple n'est pas bon quand je prends le nombre d'interventions, mais peu importe. Mais je veux forer un petit peu une problématique et je sais que j'ai un souci spécifique en ortho. Je vais cliquer sur la flèche et donc là, ce qui va apparaître en violet, ça va être les opérateurs que j'avais mis sous spécialité. Donc, la, on aura la sous-classe en fait de l'ortho par opérateur qui apparaît en violet. On reste sur le niveau spécialité pour les autres informations. Et tout ce qui apparaît en violet est mis à jour en dessous. Donc là, l'information, je vois en version graphique les opérateurs que j'ai sélectionnés. Et donc, si je reclique sur la flèche, on revient en fait à la vue précédente. Là, je vais rajouter la notion de mois, par exemple. On rafraîchit. Donc là, en fait, on est sur de l'histogramme empilé. Ça peut être intéressant ou pas intéressant, peu importe, mais l'idée, c'est de voir un petit peu les évolutions entre en fait, les différents mois. Et donc, comme je vous racontais, il faut qu'on puisse savoir assez rapidement ce qui va ou ce qui ne va pas. Et donc ici, j'ai un petit bouton qui me parle d'évolution, en fait, de taux d'évolution. Et donc bah là, je vais pouvoir voir que j'ai une activité qui a progressé de 2%, donc plus 3 interventions, entre octobre et novembre, et qui a diminué en fait de 8%, soit 16 interventions en moins sur décembre. On va pouvoir faire le choix de hiérarchiser en fait différemment les informations. On va pouvoir faire la même chose en fait par opérateur, voir ce qui se passe. Et donc ça va permettre bah, d'identifier assez rapidement ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas. Donc là, pour l'exemple, j'ai choisi de mettre des flèches avec des taux, mais je pourrais, de la même manière, faire le choix de mettre des smileys, de mettre sur lesquels j'aurai la main pour les couleurs, donc du vert, du rouge, du orange, par exemple. Je pourrais mettre en fait des chiffres directement en rouge quand ils ne correspondent pas en fait à une cible que je souhaite atteindre, par exemple. L'idée, c'est qu'en fait, assez rapidement, on ait l'information qui nous saute au visage. Voilà pour la partie drill down, pour la partie en fait, forage cube décisionnel. Est-ce qu'on a des questions? A priori, toujours pas. Si vous en avez, vous n'hésitez pas, je retournerai de temps en temps sur l'interface pour voir, ce qui se passe de ce côté-là. Donc ça, c'est pour la partie forage des indicateurs. Mais là, je vais vous, montrer en fait, ben, ce qui va, totalement vous intéresser, c'est la diffusion d'informations. Donc on parle diffusion d'informations, donc c'est les tableaux de bord qui sont ici. Donc j'en ai une ribambelle que je peux créer et on a les rapports. Je vais uniquement sur rapport parce que c'est exactement la même façon en fait de procéder pour la construction des rapports ou des tableaux de bord. Donc, déjà, première chose, c'est qu'on a un principe de rangement, de classement par dossier. On va avoir différents, dossiers qu'on va pouvoir créer. Donc là, on a appelé focus débordement, conseil de bloc, fin précoce, par exemple. Vous pouvez, faire des dossiers par opérateur, vous pouvez faire des dossiers par spécialité, vous pouvez faire des dossiers par instance, enfin peu importe et vous aurez en fait
une arborescence qui sera accessible à tout ou partie, en fait, des personnes qui vont consulter la plateforme. Si vous voulez limiter ça à certaines personnes, vous pouvez le faire. Si vous voulez ouvrir à tout le monde, vous pourrez le faire de la même manière. L'idée, c'est de pouvoir consommer l'information directement depuis la plateforme. Donc là, on voit qu'on a des rapports qui sont déjà diffusés et des rapports qui sont en mode brouillon. Donc, je vais m'arrêter déjà sur les 4 icônes qu'il y a ici. J'ai une première icône qui va consister à éditer, c'est-à-dire que je vais pouvoir reprendre la main sur ce document pour le mettre à jour, l'aménager, et ce qui va créer une nouvelle version. Je vais pouvoir le visualiser, je vais pouvoir le copier et je vais pouvoir le supprimer. Donc là, si je veux visualiser, j'aurai juste à cliquer sur visualiser et donc je vais avoir accès à un rapport. Ce rapport, derrière, je vais pouvoir l'exporter en PowerPoint ou en PDF. Donc en PowerPoint, hop, j'enregistre, il est ici. Donc voilà, donc là, en fait, l'intérêt de l'avoir sous PowerPoint, c'est que vous pourrez, en fait, totalement le retoucher si vous souhaitez, en fait, l'associer à une présentation globale que vous auriez, en fait, sur une présentation en conseil de bloc, par exemple. Hop, et donc on peut l'avoir, bien entendu, en fait, en PDF. Hop. Donc on a fait ça, on est content, mais en fait, derrière, comment est-ce qu'on va créer un rapport très simplement sur la plateforme? Donc là, on va l'appeler essai, imaginons. On choisit de le mettre en portrait ou en paysage et on va créer un rapport. On arrive sur une interface qui est totalement vierge. Derrière ça, on va commencer à pouvoir créer des éléments. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, si vous êtes sur une solution BI généraliste, si vous êtes sur du Excel, si vous êtes, enfin, ou si vous êtes encore pire sur le logiciel de votre logiciel de bloc, vous aurez des vues statiques et vous ne pourrez pas faire grand-chose. Là, l'idée, c'est vraiment, on a repris les codes de PowerPoint ou de Word associés en fait à la data analysis pour pouvoir très simplement créer de l'information. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer du texte et je vais, par exemple, hop, mettre problème en ophtalmo, par exemple. Ça va être un titre. Donc ici, je vous montre, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans la présentation, mais vous pouvez choisir en fait la mise en forme. Est-ce que vous voulez que ça soit écrit en petit ou en gros, quelle couleur vous voulez que ça soit, etc. Enfin voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez par rapport en fait à ces éléments-là. Donc, hop, l'élément, il est ici. Tac. Vous pouvez le déplacer comme vous le souhaitez. Vous avez un système de grille derrière. Donc là, ça peut être un titre ou ça peut être un commentaire. Ça, je vous montrerai en fait quel est l'intérêt de ça sur justement le partage d'informations. Après, derrière ça, vous pouvez choisir de rajouter une image, que vous rajoutez en fait un logo ou vous voulez rajouter des éléments qui viennent en fait d'autres sources. Donc, vous allez chercher tout simplement sur votre bureau, hop, une image. Donc, moi, je vais prendre un texte que j'avais créé pour LinkedIn, par exemple. Hop, et puis derrière ça, il va falloir qu'on commence à mettre de l'information et donc cette information, vous savez ce que vous voulez montrer dans votre rapport. Donc vous allez retourner finalement dans ce qui ressemble au cube décisionnel. Donc là, je vais rester sur, case mix pour commencer et puis en fait, on va prendre, hop, juste le nombre d'interventions, peu importe. Voilà. Je vais avoir un tableau et un graphique, donc je vais juste prendre le tableau, je vais insérer le tableau et le tableau, en fait, il apparaît ici. De la même manière, je vais pouvoir le mettre où je veux. Je vais pouvoir rajouter un titre et dire ici, donc le titre, encore une fois, c'est pas juste dire nom de l'intervention, blablabli, blablabla. C'est dire, hop, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bêtise, hop. Ouais, on est typiquement dans l'effet démo que je vous disais. C'est que là, j'ai fait un bidouillis sur le titre et donc on est en cours de développement, on travaille dessus. Donc voilà, il y a peut-être un petit bug dessus. Peu importe. Donc là, l'idée, c'est juste en fait de mettre finalement problème ou décision à prendre relatif à tel ou tel problème. Donc là, vous pourrez agrandir ou réduire. Et donc l'idée derrière ça, ça va être vous de pouvoir mettre des attributs préattentifs, de pouvoir mettre des choses. L'idée, c'est de faire une idée, une slide. C'est pas en fait d'en rajouter en fait des tonnes et des tonnes. Donc vous avez un point spécifique de dysfonctionnement, vous le mettez dans votre rapport. Là, on pourrait très bien imaginer, on va aller sur, l'utilisation des vacations, hop, et on va prendre au global, je vais prendre un taux d'occupation. Voilà, très bien. Et je vais le voir en jauge. Hop, donc là, j'ai une jauge, je vais insérer le graphique, je vais l'agrandir, hop, et donc là,
Encore une fois, le titre, c'est problème de... Non, bah, mon titre, il veut pas. Donc voilà, on met un titre en fait qui correspond exactement en fait au problème qu'on a pu identifier avec une vue graphique qui est tout à fait limpide en fait et facile à comprendre. Donc après, derrière ça, bah, vous aurez juste à enregistrer ou à diffuser en fait l'information. Elle sera consommée directement sur la plateforme par vos collaborateurs ou en fait, vous pourrez partager depuis un PDF ou un PowerPoint que vous associerez en fait en pièce jointe d'un mail. L'idée, si je retourne en fait sur, hop, la plateforme, là on va quitter, c'est que on va pouvoir retravailler directement un document en commun. Là, ce document, il a été diffusé, peu importe, mais en fait, imaginons, il s'appelle pas Focus fin précoce ortho 2014, mais c'est, compilation des données à fournir en conseil de bloc et vous êtes 3 ou 4 à travailler dessus. Vous allez pouvoir retourner pour l'éditer, vous allez créer une nouvelle version et donc là, de la même manière, donc là, on a un truc qui est tout moche, c'est pas de bol et donc là, hop, on va rajouter une zone de texte, hop et puis on va pouvoir dire, heu, pas d'accord sur l'interprétation. Voilà, enfin bref, de donner des éléments en fait qui vont permettre de travailler de manière coopérative en fait et collaborative sur un document. Donc vous pouvez le mettre en fait, ici, vous pouvez le mettre ailleurs, enfin peu importe. Ce qui va permettre en fait de travailler en commun sur un document afin de faire une restitution finale et comme je vous l'expliquais, hop, c'est qu'on aura en fait, bah, différentes versions et toutes mes versions sont préenregistrées. Donc il y a la version que j'aurais faite moi. Donc on saura qui a fait et donc derrière, il y a la version de, Jean-Jacques, de Jean-Paul, de ci, de ça et en fait, à la fin, on aura un document commun qui sera finalisé sur cette source-là. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous montrer. Donc, bah, désolé pour l'histoire du titre, hein. On est encore en train de finir le développement. Il y aura la mise en ligne qui aura lieu en fait d'ici une dizaine de jours et donc, bah, on a quelques effets de bord encore aujourd'hui sur quelques mises à jour. J'en ai fini avec la présentation. Hop, donc bah, je suis à votre disposition pour quelques, questions que vous pourriez avoir concernant la plateforme ou si vous voulez qu'on fasse par la suite une démonstration personnalisée, bah, je peux vous donner accès à mon agenda pour qu'on prenne rendez-vous et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe chez vous, que je puisse faire une analyse de votre fonctionnement en disant, bah, ce qui me semble bien ou moins bien et de voir s'il serait intéressant d'envisager la production d'une preuve de concept. Une preuve de concept, c'est l'analyse d'un mois de votre activité pour, finalement, bah, produire vos indicateurs, les mettre en forme, produire des rapports et tableaux de bord, révélateurs de vos fonctionnements et dysfonctionnements et pour, bah, pouvoir vous projeter, à une éventuelle, collaboration en fait en routine. Est-ce qu'on a des questions?